Hey, salut la team lactée, bon matin à vous. On se retrouve pour la suite de notre article d'hier qui sera en plusieurs parties. Vous le savez bien, il y aura même une partie encore demain parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va pour la suite de cet article. Si jamais le cœur vous en dit, eh bien abonnez-vous à la chaîne, voire même enclenchez la petite cloche, comme ça vous serez tout de suite notifié de la suite de l'article demain. Et puis si vous avez des choses à faire, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous enfilez vos petits écouteurs, vous enfilez votre meilleure petite jupette pour danser un zouk, non je déconne, vous vaquez à vos occupations et moi je vous lis et je réagis à tout ce qui se passe à l'écran. Alors c'est parti pour la suite de l'article d'hier qui était un allaitement, qui était un article qui nous disait allaitement passé par la voie lactée. Donc c'est parti. On en était à déverrouiller les vérités, aller regarder quelques mythes et parler de ces mythes pour les démystifier. Mythe 1, la taille des seins est proportionnelle à la quantité de lait qu'ils peuvent produire. Tout d'abord, la taille du sein n'a rien à voir avec sa capacité à produire du lait. La taille des seins est déterminée par les tissus adipeux, la graisse, tandis que les tissus glandulaires sont responsables de la production de lait. On pourrait faire une analogie avec les voitures. J'espère que je ne vais pas passer pour une vieille en disant ça et rassurez-moi en commentaire en me disant que vous connaissez. Est-ce que vous vous souvenez du film La Coccinelle de Disney ? Je regardais ça quand j'étais petite et je l'ai regardé un nombre inconsidérable de fois où on a une toute petite dodoche qui carbure à fond et qui met la misère à tous les participants d'une course de voiture automobile. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait avoir une petite poitrine, donc une petite carrosserie quelque part, avec un moteur hyper puissant derrière. Et à l'inverse, on pourrait avoir une belle carrosserie, un SUV, un 4x4, un SUV, voilà, bien américain, bien imposant, et finalement avoir un très petit moteur à l'intérieur. Donc la taille ne fait pas la quantité. Je continue la lecture. La plupart des mères produisent suffisamment de lait pour nourrir leur enfant. Une hormone appelée prolactine stimule les glandes mammaires du sein pour qu'elles sécrètent du lait au fur et à mesure que le bébé tète. Non, je ne suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Le corps libère encore plus de prolactine et ainsi de suite. Plus le bébé tète, plus sa mère produit. Alors je rappelle que on est là sur le système de l'offre et de la demande et on est surtout là sur le principe du drainage, puisque je vous rappelle qu'un bébé ne vide pas un sein, un bébé le draine. Nous voyons cette petite différence d'ailleurs en formation de facilitatrice d'allaitement, puisque je forme des futurs accompagnants, des futures facilitatrices d'allaitement pour accompagner les parents dans leur voie lactée. Et c'est effectivement quelque chose que l'on voit en formation. La différence entre vider et drainer et pourquoi on ne peut pas parler de vider un sein, c'est impossible de vider un sein. La prolactine effectivement est très importante et d'ailleurs la prolactine c'est aussi quelque chose que l'on voit en formation, elle a son pic du coucher du soleil au lever du soleil, d'où les tétés en grappe, d'où l'importance des tétés nocturnes et bien plus encore. Je continue la lecture. Dans cet esprit, une augmentation soudaine de l'appétit ne signifie pas qu'une mère ne produit pas assez, mais plutôt un signe de la poussée de croissance du bébé. Et oui, les fameuses poussées de croissance. De nombreuses mères commencent à douter de leur approvisionnement une fois que l'appétit de leur bébé augmente soudainement, mais l'allaitement à la demande aidera à ajuster l'approvisionnement en lait de la mère pour répondre aux besoins croissants du bébé. Et oui, rappelez-vous toujours de la loi de l'offre et de la demande. Plus on offre, plus bébé peut téter. Au moment où il en a besoin, plus on va produire. Succion égale stimulation égale lactation. C'est une petite formule mathématique magique pour s'en souvenir. Mythe 2, l'allaitement doit être interrompu lorsque la mère est malade. Alors celui-là, il a la dent très dur. C'est l'un des mythes les plus répandus sur l'allaitement. Soucieuses de la santé de leurs enfants, la plupart des mères arrêtent temporairement l'allaitement lorsqu'elles sont malades, notamment en cas de rhume, de grippe ou d'infection gastrique. Cependant, en dehors de conditions extrêmes comme le VIH ou le virus Ebola, et souvenez-vous, nous avons fait un épisode sur les avancées en ce qui concerne les recherches sur le VIH et l'allaitement. Les experts de santé estiment qu'être allaité par une mère malade est non seulement sûr, mais bénéfique pour un bébé. Le lait ne peut pas transmettre de maladie, mais les anticorps que la mère développe pour combattre le corps étranger peuvent diminuer le risque pour l'enfant d'en subir ou même l'aider à le combattre. Et oui, c'est quelque chose que les PCN n'équivaudront jamais, c'est le fait que le lait se charge en anticorps dès que nous sommes malades ou que notre bébé est exposé à une maladie. Rappelez-vous d'ailleurs sur l'épisode sur le VIH et l'allaitement, les chercheurs, les scientifiques sont en train de mettre des protocoles en place pour qu'une mère atteinte de VIH
continue tout de même à allaiter son bébé. C'est dire à quel point on sent, on sait hein, intuitivement que quand même le lait humain est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé humain. Cela dit, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène en cas de maladie transmissible comme le rhume pour éviter sa propagation. Ça, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu, même sans allaiter, si on ne veut pas le refiler à tout le monde, on essaie de toute la famille, on essaie de prendre des précautions. Si les médicaments sont la raison pour laquelle on ne sait pas si elle doit allaiter, informez simplement le médecin qu'elle est une mère qui allaite. Bien que la plupart des médicaments n'aient aucun effet sur le lait, il est préférable d'être doublement sûr lorsqu'il s'agit d'enfants. Je rappelle pour cela que bien souvent, beaucoup de médecins traitants vont demander à la mère d'arrêter d'allaiter sous prétexte qu'ils ne peuvent pas lui donner de médicaments. Il est vrai que le Vidal est un petit peu un monument en termes de documents hein, que le médecin peut avoir sous la main, mais un chouille poussiéreux en ce qui concerne l'allaitement et que vous pouvez tout à fait conseiller à votre médecin traitant de famille de consulter des sites comme Lecrat ou iLactantia qui sont des sites très sûrs et où ils peuvent trouver des informations parce que même si un médicament ne serait pas adapté avec l'allaitement, ces sites donnent des alternatives, ce qui est plutôt intéressant. On arrive sur le troisième mythe et je pense que ce sera le dernier pour cette vidéo. Les mères qui allaitent devraient éviter les aliments épicés. Ah bah, allez donc dire ça à mes origines métisses. Tiens, étant donné que ce qu'une mère mange a une influence sur son lait maternel, il est compréhensible qu'elle évite les aliments qui semblent potentiellement nocifs pour son bébé. Les mères allaitantes tournent le dos à diverses épices aux saveurs fortes qui, selon elles, peuvent perturber leur bébé. Cependant, cette croyance n'est que partiellement vraie. Eh bien oui, si vous vivez dans une région où vous avez l'habitude de consommer du piment, de la cannelle, du cumin, du curcuma, des épices, votre bébé, il est habitué déjà depuis in utero. Hein. C'est pas la peine de les éviter maintenant que vous allaitez. C'est trop tard. Il y a déjà été exposé. Et il a même déjà été exposé aux saveurs qu'elles peuvent donner hein, au liquide amniotique ou au lait maternel. Ce qu'une mère consomme affecte son lait, mais la nourriture épicée peut en fait profiter aux jeunes humains. Les enfants naissent avec une prédisposition évolutive à préférer des aliments sucrés et à éviter les aliments amers afin d'encourager les consommations d'aliments riches en énergie tout en dissuadant les apports de toxines. Et ça nous vient de notre époque de chasseurs-cueilleurs. Effectivement, il fallait bien qu'on ait une astuce, un petit truc en nous pour nous dire « Ah, ça, je peux le consommer et ça, je ne peux pas le consommer. » Et effectivement, les goûts amers étaient plutôt associés à des plantes, à des baies qui ne se mangeaient pas, qui étaient toxiques. Donc ça, ce sont des restants de nos vies ancestrales. Bien que cette préférence gustative puisse fonctionner dans les premières années, nous savons tous que le fait d'avoir la dent sucrée entraîne de nombreuses complications de santé dans la vie, allant du diabète à des maladies cardiovasculaires. Ainsi, même si la saveur du lait maternel change en fonction de ce que la mère mange, cela introduit l'idée de goûts différents chez un bébé et peut l'encourager à être plus ouvert à l'incorporation d'une variété de saveurs dans son régime alimentaire une fois qu'il commence à manger des aliments solides. Et oui, effectivement, le fait d'exposer déjà via le lait à des saveurs, si on est dans des pays où on cuisine avec beaucoup de saveurs, l'herbe de Provence, le paprika, le curcuma, le safran, le cannelle, le piment, voilà, il y a le cumin, il y a tellement d'épices qui sentent bon, je pense au ras el hanout qui est un mélange, je crois, d'épices. Bref, il existe tellement d'épices à Colombo qui sentent bon et qui... De toute façon, l'enfant le sent dans son environnement. Je dirais, il a déjà l'odeur hein, dans son environnement quand les parents cuisinent, la famille cuisine. Donc, en avoir à travers le lait, c'est aussi lui permettre d'évoluer, de faire évoluer ses papilles gustatives et aussi de, quelque part, commencer à l'habituer parce que quand on va introduire une alimentation diversifié et qu'on va cuisiner ses plats épicés, eh bien ce ne sera pas étranger pour lui, il aura l'habitude et donc il ira plus en confiance vers ses aliments. Les recherches, nous dit l'article, de plus, des recherches récentes indiquent qu'aucun aliment ne doit être évité pendant l'allaitement, à moins qu'un enfant réagisse négativement. J'en profite là d'ailleurs pour rappeler que à toutes celles et ceux qui auraient l'envie d'un sevrage et qui se diraient pour sevrer, je vais aider mon enfant à ne plus téter parce que ce petit coquin ne veut quand même pas arrêter malgré toutes mes astuces, je vais me mettre de la moutarde sur les seins, du piment ou encore faire une éventuelle pâte de curcuma ou autre.
c'est se tirer une balle dans le pied parce que vous avez de grandes chances qu'une fois arrivé à la diversification, du coup, votre enfant ne veuille pas goûter de choses qui aient des saveurs, de choses qui aient des épices comme vous avez l'habitude de cuisiner, tout simplement parce qu'il aura une association négative à ces saveurs, c'est-à-dire qu'il aura une association à une expérience négative avec cette saveur. Cette saveur, oh mon Dieu, c'était une saveur que j'ai vécue, que j'ai goûtée, que j'ai eue en bouche, que j'ai associée à un événement négatif de ma vie. Donc, on va éviter. Surtout, n'hésitez pas à consulter des facilitatrices d'allaitement qui vous donneront tout un tas d'astuces pour le sevrage. On va essayer d'enchaîner quand même avec le 4e et dernier mythe. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Mythe 4, l'exercice diminue la production de lait maternel. Alors ça, on l'a déjà vu dans un épisode il n'y a pas si longtemps que ça. La réponse à la question de savoir si l'on peut faire de l'exercice pendant l'allaitement est oui, je le rappelle, nous avons fait un épisode sur ce sujet. L'exercice peut augmenter la quantité d'acide lactique dans le lait maternel, ce qui peut altérer son goût, mais cela n'est que temporaire et ne rend certainement pas le lait malsain. Pour résoudre ce problème, vous pouvez contrôler l'intensité de votre entraînement ou tout simplement faire téter avant votre entraînement ou exprimer avant votre entraînement ou histoire qu'on mette un peu de distance avec la tétée suivante. Il est recommandé aux mères qui allaitent de s'en tenir à des exercices d'intensité faible ou modérée. Oui, alors les gars, n'allez pas dire ça à Clarisse, dont je ne me souviens plus du nom de famille, notre championne de judo qui a ramené une médaille et qui a allaité son enfant. Hein. Elle n'est pas sur l'exercice faible ou modéré, clairement. Hein. Être hydraté et avoir des régimes riches en calories sont d'une importance cruciale dans ces moments-là. C'est la déshydratation qui affecte la production de lait et non l'exercice. Alors, la déshydratation, au-delà de la déshydratation, on a déjà fait un épisode sur l'eau pendant l'allaitement, sur le fait de s'hydrater pendant l'allaitement. Ce sont les maux associés à la déshydratation, les maux de tête, la nausée. C'est tout ce genre de choses qui vont venir impacter la lactation. De plus, ne pas consommer suffisamment de calories peut vous faire perdre du poids rapidement, ce qui entraînera une diminution de la production de lait. Attention, si on veut associer le sport pour se dire je veux perdre rapidement, etc. Si vous perdez beaucoup trop vite, vous allez aussi impacter votre production de lait parce que vous allez être fatigué. De perdre si vite, on fatigue. De vitamines et de nutriments dans notre système. Rappelez-vous que ce sont des choses que l'enfant vient chercher en tétant. Conseil de pro, nourrir le bébé ou exprimer juste avant l'exercice aidera à éviter les sensations inconfortables d'engorgement au niveau de l'entraînement ou de satiété pendant votre entraînement. Avec ces mythes écartés, on peut dire sans risque de se tromper que nous comprenons un peu mieux les dynamiques de l'allaitement. Néanmoins, à travers ces mythes, nous réalisons à quel point les mères font un effort supplémentaire, comme renoncer à leur nourriture préférée ou compromettre leur forme corporelle pour assurer le meilleur à leur bébé. Alors, compromettre leur forme corporelle, on se calme les gars, c'est selon ses propres critères, hein, d'accord? On n'entre pas dans des injonctions sociales, pardon. Les mères font un effort supplémentaire. Elles font un effort à partir du moment où elles n'ont pas la bonne information. Il n'y a plus d'effort à partir du moment où vous avez la bonne information. L'allaitement demande un dévouement et des efforts de la part de la mère et il peut être difficile de maîtriser pleinement cet art. Alors non, je ne suis pas d'accord. L'allaitement demande un effort et peut être difficile au vu des bâtons dans les roues que mettent la société et les attentes sociétales, culturelles qui sont juste, qui n'ont juste pas de sens, d'accord, et qui mettent une pression pour rien. Chaque enfant est unique, tout comme l'expérience d'une mère qui les élève. Cependant, nous avons répertorié quelques conseils qui peuvent être utiles lors de l'allaitement des bébés et c'est là que nous arrêtons notre épisode et nous verrons ces conseils demain dans le prochain épisode reprenant cet article. Du coup, c'est le moment parfait pour moi pour vous souhaiter une bonne journée née, pour vous lâcher la grappe, vous pouvez lâcher vos écouteurs, vous souhaitez une belle voie lactée, vous souhaitez une belle journée née, celles et ceux qui ont l'application À pas de mots allaitement pour rejoindre une team de parents allaitant au taquet, une bande de meufs qui se soutiennent et qui sont d'une bienveillance comme Jaja. Et pour trouver des informations en or sur l'allaitement, c'est là-bas que ça se passe. En attendant, moi, je vous dis à demain pour la suite de cet article. Allez, ciao!